Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Vous savez, il y a des concepts qui, une fois qu'on met un mot dessus, rendent soudainement visible un truc qu'on avait sous le nez depuis toujours. Eh bien aujourd'hui, on s'attaque à l'une des métaphores les plus fortes du monde du travail, le plafond de verre. Concrètement, c'est une barrière invisible, totalement silencieuse, mais d'une solidité redoutable. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça. On va s'appuyer sur les faits, vraiment, pour comprendre pourquoi l'ascension professionnelle se heurte encore très souvent à ce mur transparent. Allez, au menu aujourd'hui, on va d'abord définir exactement ce qu'est ce fameux plafond de verre. Ensuite, on va mesurer cet invisible en s'appuyant sur les chiffres. On verra aussi ce qu'on appelle la double ségrégation. Et enfin, on fera le point sur les lois censées imposer la parité. On commence tout de suite avec notre première partie, définir le plafond de verre. Alors, d'où ça vient cette expression? Le glass ceiling nous vient directement des États-Unis à la toute fin des années 70. À l'époque, ça décrit une réalité super précise, les obstacles complètement invisibles qui bloquent l'accès des femmes et des minorités aux postes de direction. Et le mot-clé ici, la nuance vraiment importante à retenir, c'est malgré leurs compétences. En gros, ce n'est absolument pas un problème d'aptitude, c'est vraiment une barrière non écrite. Aujourd'hui, on a un peu tendance à utiliser l'expression à toutes les sources, mais son ADN, sa vraie force, c'est vraiment l'étude des inégalités au travail. Et le truc, c'est que ce plafond n'est pas juste au-dessus de nos têtes. Il est en fait double. Il agit à deux niveaux bien distincts. D'un côté au niveau de la direction exécutive et de l'autre dans les conseils d'administration. Les sources de notre décryptage sont assez claires là-dessus, ça s'explique par des résistances spécifiques. On nous rapporte que les dirigeants en place, qui sont en grande majorité des hommes, ont parfois tout simplement tendance à préférer bosser avec d'autres hommes. Pourquoi? Eh bien, ça cache souvent des craintes non avouées concernant les potentielles interruptions de carrière, comme la maternité par exemple, qui agissent comme un gros frein au moment de donner une promotion. Bon, passons à notre deuxième point, mesurer cet invisible avec de vrais chiffres. Ce qui est super intéressant quand on regarde ces données, c'est le contraste hallucinant entre la base et le sommet de la pyramide. Si on prend les données de l'INSEE de 2022, honnêtement, ça parle tout seul. Regardez le premier chiffre, les femmes, c'est pile 50% de l'ensemble des salariés dans le privé. L'équilibre parfait. Mais dès qu'on monte d'un cran, chez les cadres dirigeants, bam, la proportion chute à 27%. Et pour les dirigeants salariés, on descend encore à 23%. En fait, le constat est simple. Plus le niveau de responsabilité s'élève, plus la présence féminine s'évapore. Et ça illustre parfaitement le summum du problème. Au top niveau de l'économie française, c'est-à-dire chez les PDG des boîtes du CAC 40 en 2022, la domination masculine est écrasante. 94% d'hommes. Sur 40 postes, les femmes n'en occupent que 4. C'est à peine plus de 6%. Pour le coup, on peut dire que l'épaisseur du verre devient du béton armé à mesure qu'on s'approche du pouvoir absolu. Mais attention, il y a un autre phénomène de dingue, souvent mis de côté. Que se passe-t-il quand le fameux plafond est enfin brisé? C'est là qu'intervient la falaise de verre. Les sociologues du travail constatent que lorsqu'une femme accède finalement au top management, on lui confie très souvent des fonctions bien plus précaires, ou alors dans des boîtes en pleine crise où le risque d'échec est énorme. Donc en clair, briser le plafond, ça ne garantit pas de marcher sur un sol stable. Parfois, on vous met carrément au bord du ravin. Du coup, face à ces données, une question toute simple nous brûle les lèvres. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce plafond résiste autant malgré des qualifications équivalentes et une société qui, sur le papier, évolue? Ce qui nous amène directement à notre troisième partie, comprendre la double ségrégation. Parce que la réponse, ce n'est pas un seul facteur, c'est tout un système. En fait, imaginez deux forces qui prennent le marché du travail en tenaille. D'un côté, on a la ségrégation horizontale. Les femmes se retrouvent souvent concentrées dans certains secteurs bien précis, très souvent les services, et confinées à certaines tâches. De l'autre, la ségrégation verticale. Ça, c'est notre plafond de verre, la galère absolue pour monter la hiérarchie. Et le pire, c'est que l'un nourrit l'autre. Être confiné dans un secteur perçu comme moins stratégique, ça bloque d'office l'accès au poste de direction générale. Et on va voir comment ça se construit avec le temps. C'est un vrai pipeline à problème. L'étape 1 commence bien avant l'entreprise, direct sur les bancs de l'école, avec des choix d'orientation qui sont déjà très différenciés. Ça nous amène logiquement à l'étape 2. Ces parcours dictent une repartition hyper genrée sur le marché de l'emploi. Et le coup de grâce, l'étape 3, la vie de famille. Le manque de soutien institutionnel pour les mères, couplé à des clichés culturels super tenaces, vient littéralement cimenter ce plafond. Allez, on attaque la dernière ligne droite de notre décryptage, les lois pour la parité. Utiliser la loi pour changer la donne, ça ne date pas d'hier, mais on voit clairement que ça s'accélère. Dès 1946, la Constitution posait déjà le principe d'égalité. En 1972, on a eu la loi sur l'égalité salariale, sauf que les beaux principes, ça ne suffisait pas. Du coup, un véritable arsenal coercitif a été déployé, de la loi Copé-Zimmermann en 2011 à l'index de l'égalité en 2018, jusqu'à la loi Rixain en 2021. On est vraiment passé de la simple déclaration d'intention à la contrainte chiffrée.
Et le point crucial là-dedans, c'est cette fameuse politique de double quota. D'abord, en 2011, la loi visait les conseils d'administration, il fallait 40% de femmes. Ensuite, en 2018, on a instauré de vraies sanctions financières avec l'index d'égalité. Et enfin, 2021, la loi Rixen s'attaque au dernier rempart, l'exécutif, en imposant des objectifs de 30% pour 2026 et 40% pour 2029 chez les cadres dirigeants. C'est vraiment une stratégie en étau pour briser le verre de l'extérieur. Bon, malgré toutes ces lois et la menace des amendes, je voudrais qu'on termine sur cette réflexion assez percutante issue de nos sources. Je cite « Si le plafond de verre résiste, l'origine est aussi d'ordre et essentiellement culturel ». C'est profond, non? L'idée, c'est qu'on peut bien forcer les portes avec des quotas dans les salles de réunion, mais est-ce que ça transforme instantanément des mentalités qui se forgent dès l'enfance? La loi tente de briser le verre à coups de marteau, mais refonder notre socle culturel, ça, c'est le vrai chantier. Sur ce, merci d'avoir suivi ce décryptage avec moi et à très vite pour le prochain.